10h-13h, les débats de l'été, Noémie Aliwa. Bonjour à tous et bienvenue, il est 10h passé de 30 minutes sur Sud Radio et c'est parti, top départ. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour décrypter, analyser et surtout débattre de l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui a fait beaucoup de bruit ce week-end et depuis plusieurs jours, l'affaire de la Ceuta, du nom de cette enclave espagnole submergée en 48 heures avec l'arrivée massive de 60 000 personnes venues du Maroc. Et malgré le retour de la quasi-totalité d'entre elles chez elles, eh bien, l'Europe est en alerte. 22 pays européens demandent une réunion d'urgence des ministres de l'Intérieur, une crise qui relance la grande question. L'Europe a-t-elle encore des frontières ? Pour certains, c'est la preuve que Schengen ne tient plus et qu'il faut urgemment durcir les contrôles. Et pour d'autres, c'est surtout un échec de la coopération avec le Maroc et un drame humanitaire qu'il faut gérer autrement. Amis auditeurs, avez-vous été choqués par ces images de migrants qui envahissaient l'Espagne ? Vous qui habitez près d'une frontière ou dans une ville qui accueille déjà beaucoup de migrants, comment est-ce que vous vivez tout ça ? Appelez-nous au 0826 300 300, 0826 300 300. Et d'ailleurs, on en débat avec mes invités. Anthony Martin-Smith, bonjour. Bonjour Noémie, bonjour tout le monde. Vous êtes un habitué de cette chaîne, puisque vous êtes notamment, parmi toutes vos casquettes, vous êtes animateur chez Sud Radio. Amaury Brelet, bonjour. Bonjour Noémie. Vous êtes journaliste et peut-être pourquoi pas un jour essayiste, on l'espère. Et puis Baptiste Ménard, vous êtes maire adjoint de Mons en Barweul, c'est ça ? C'est ça. Ça se prononce comme ça ? Barweul, ouais. Bah écoutez, parfait. Voilà, je vais d'ailleurs me tourner vers vous pour commencer ce débat parce que vous êtes en contact direct avec des habitants. Est-ce que des gens vous parlent de cette crise ? Est-ce que, au fond, vous entendez déjà certaines inquiétudes ou au contraire certaines réjouissances vis-à-vis de ce qui s'est passé en Espagne ? Alors, pour être très honnête, non. Les questions qui ont plutôt été celles de ces derniers jours, vous l'imaginez, c'est la canicule, l'adaptation au changement climatique et comment la ville peut être aux côtés des habitants. Par contre, dans ma famille, avec mes amis, c'est vrai que c'est un sujet qui émerge. J'allais dire que c'est une question politique assez fondamentale qui nous est posée. Et sur laquelle je vois beaucoup de démagogie, beaucoup de facilité. Moi, la première remarque que j'ai envie de dire, c'est comment un pays comme le Maroc, qui a quand même qui dispose d'énormément de richesses, même s'il y a de grandes disparités au sein de la population, mais comment ils peuvent laisser croire à une partie de la population qu'il y a un meilleur ailleurs. Et quand on voit le nombre de personnes qui arrivent de cette manière-là, avec pour beaucoup d'entre eux malheureusement, hélas, beaucoup de décès, je crois que c'est déjà une question diplomatique qui doit être posée au Maroc. Et puis ensuite, effectivement, cette question est posée aussi à l'Union européenne dans son ensemble, mais moi, je suis un peu mal à l'aise avec ce débat parce que la question n'est pas seulement d'avoir de l'empathie pour ces personnes qui migrent, évidemment nous en avons, mais ça pose aussi la question de l'intégration. Et donc, la capacité d'accueil des États, elle est quand même conditionnée à la capacité d'intégration. Et quand on voit des dizaines de milliers de personnes arriver de cette manière-là et avec un tel flux et sans que nous ayons pu nous y préparer et permettre une capacité d'accueil qui soit correcte et humaine et en même temps respectueuse de celles et ceux qui sont déjà présents sur le territoire, ça nous interpelle naturellement. Amaury Brelet, qu'est-ce que vous avez pensé en voyant ces images de flux migratoires en direct ? Ce qui s'est passé à Ceuta, évidemment, est spectaculaire. On n'avait jamais vu autant de monde, autant de migrants, 60 000 en 48 heures déferler sur cette enclave espagnole. C'est évidemment un avertissement pour demain, un avertissement pour les Français, pour les Européens, sur la question fondamentale de la sécurité aux frontières de l'Europe. Aujourd'hui, on le sait, les frontières extérieures sont des passoires. Frontex manque de moyens. Nous n'avons pas, contrairement à ce qu'a fait Meloni en Italie, noué assez de partenariats avec des pays d'origine, notamment du nord de l'Afrique, pour pouvoir freiner, voire empêcher les flux et les arrivées sur nos côtes. Et à l'intérieur, les frontières du fait même des réglementations Schengen sont largement ouvertes. La frontière espagnole, moi pour en parler régulièrement avec des douaniers et des policiers, la frontière espagnole et la frontière italienne sont de véritables passoires. Il y passe absolument tout et n'importe quoi. Évidemment des hommes, de la drogue en quantité. Donc cela pose la question non seulement de la sécurité aux frontières, la question aussi de l'espace Schengen. Faut-il le remettre en cause ? À mon avis, oui. À minima, le réserver aux seuls ressortissants de l'Union européenne et donc en exclure les étrangers extra-européens.
Et puis, ça pose en effet la question de l'intégration et de l'assimilation. Est-ce que aujourd'hui, nos pays peuvent faire face à ces afflux massifs et assimiler dans de bonnes conditions? On le voit bien en France, ça n'est pas le cas depuis 30 ans, parce que l'immigration a des conséquences non seulement sur notre sécurité, on le voit dans les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, avec une surreprésentation des étrangers dans quasiment tous les faits de délits et de crimes, d'un facteur 1,5 à 4. Donc ce sont des chiffres, des statistiques officielles. Et puis, sur nos systèmes sociaux, globalement, chaque année, l'immigration nous coûte à peu près 40 milliards d'euros selon des études sérieuses, pèse évidemment sur notre niveau d'éducation, on le sait. Là aussi, des rapports ont été produits qui montrent que l'immigration pèse lourdement sur le niveau scolaire, et puis globalement sur l'identité de la France. Et c'est ça qui inquiète beaucoup de Français aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'ils ont fait de l'immigration une priorité et un sujet qui sera évidemment au cœur de la prochaine campagne présidentielle, parce qu'aujourd'hui, l'immigration met en danger l'identité de la France. Anthony Martin-Smith, est-ce que vous pensez qu'il faut remettre en cause l'espace Schengen? Écoutez, il y a deux choses là que j'entends dans ce que viennent de dire mes collègues débatteurs. Il y a l'espace Schengen en lui-même, qui est, rappelons-le, au départ, une douce idéologie de l'Union européenne pour la libre circulation des biens et des personnes. Et ça, je pense qu'au départ, c'était une belle idée. Mais c'est une belle idée qui n'avait pas de caution. C'est-à-dire que, finalement, vous laissez circuler à partir du moment où quelqu'un met le pied sur le territoire européen, eh bien, vous lui donnez le droit d'aller dans n'importe quel État. Et donc, dire que la police et les douaniers sont sans solution aux frontières espagnoles et italiennes, eh bien, je vous dirais que, en fait, ce sont les textes qui font que, bien, ils sont sans solution, parce que vous pouvez pas d'un côté vous opposer au fait que les personnes et les biens puissent circuler librement, et de l'autre dire qu'il est invraisemblable d'accueillir des immigrés sur le territoire européen. En fait, ça c'est un révélateur fondamental de fondations mal posées. Et donc, comme dans toute relation, quelle qu'elle soit, amicale, sentimentale, professionnelle, si les fondations sont mal posées, eh bien au moment où la tempête fait rage, eh bien tout vacille. C'est exactement ce qui est en train de se produire, parce que, et plutôt d'ailleurs que de soutenir nos partenaires espagnols, nous les mettons sous pression en leur disant: les gars, gérez vos frontières, parce que là, ça met en péril toutes les nôtres, et ça met en péril toutes nos sociétés. Moi, j'ai pas vu beaucoup de soutien, en fait, dans cette crise, et donc c'est quand même assez révélateur, au-delà de Schengen, de la relation qui existe, et qui va continuer d'exister et de se dégrader parmi tous nos États. Baptiste Ménard, je vous voyais un petit peu froncer les sourcils. Oui, vous voulez réagir? Pas forcément sur le dernier intervenant, mais peut-être sur ce qu'a dit, ça ne vous étonnera pas, Amaury Brelet, l'autre interlocuteur. D'abord, je pense que c'est difficile quand même de tirer des conséquences générales d'un cas aussi spécifique que celui-là. Par rapport à ce que vous avez évoqué, il faut pas être naïf. Nous avons déjà vu des gouvernements effectivement utiliser de façon d'ailleurs assez indigne les migrants pour faire pression sur des gouvernements européens pour obtenir un certain nombre de garanties ou un certain nombre de... La Turquie notamment l'a fait par le passé. Exactement, c'était à cela que je faisais référence. Donc ça c'est quand même un élément. Et puis ensuite, on ne peut pas réduire ou faire les raccourcis ou les parallèles que vous avez fait, parce que aujourd'hui, mais malheureusement j'allais dire la situation nous le rappelle, nous voyons bien que le désordre climatique par exemple va créer les conditions d'arrivée massive de populations, de réfugiés. Donc c'est pas seulement la question des origines, comme ça a pu être rappelé ici, de l'Afrique de l'Ouest, etc. Il y aura quantité et quantité de populations qui vont arriver. Donc la question est beaucoup plus globale, beaucoup plus générale, et elle interroge notre modèle, effectivement, notre capacité d'intégration, mais pas seulement de la France. Effectivement, on ne peut pas laisser seul l'Espagne, l'Italie, ceux dont les frontières sont les premières victimes, entre guillemets, de cette situation. Donc des politiques de coopération renforcées, et nous-mêmes, à l'échelle de la France, nous devons effectivement nous questionner sur comment intégrer correctement. Ça veut dire des logements, ça veut dire les hôpitaux, ça veut dire les écoles. Donc là aussi, il faudra que les uns et les autres soient en cohérence. On ne pourra pas d'un côté appeler à renforcer nos services publics et de l'autre couper dans les dépenses publiques. Amaury Brelet, vous en pensez quoi? Est-ce que finalement cette immigration massive est inéluctable à cause des facteurs climatiques?
Non, certainement pas. D'ailleurs, aujourd'hui, la quasi-totalité de ceux qui viennent chez nous ne le font pas pour des raisons climatiques. Peut-être demain le feront-ils. En tout cas, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Gouverner, c'est prévoir. Moi, je me félicite quand même aujourd'hui de voir aussi, quasiment toute l'Europe tomber à bras raccourcis sur l'Espagne et sur le gouvernement espagnol de monsieur Pedro Sánchez, qui est un irresponsable, qui envisage de régulariser au moins 500 000 clandestins dans son pays, quand on sait que plus d'1 million de dossiers ont été enregistrés à la fin juin, et il fait office aujourd'hui de mouton noir en Europe. Aujourd'hui, même les grandes démocraties du Nord, social-démocrates, de centre-gauche, aujourd'hui s'élève contre le Premier ministre espagnol. Pourquoi le fait-il d'après vous ? Il le fait pour des raisons, évidemment, il le fait d'abord. Pourquoi le fait-il ? Alors, il le fait en partie pour des raisons pratiques, puisque c'est une manière de pouvoir augmenter la force de travail dans son pays. Beaucoup d'ailleurs de ces migrants viennent en effet de pays d'Amérique latine, qui sont des pays beaucoup plus proches culturellement, ça il faut le souligner, que de la population ibérique, ce qui pose d'autres problèmes, évidemment, en tout cas des problèmes différents que ceux qui nous sont posés. Il le fait aussi pour des raisons idéologiques et pour des raisons électoralistes. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui vous avez des gouvernements, je me répète, des gouvernements de gauche, de centre-gauche partout en Europe, comme M. Keir Starmer, travailliste, qui s'est fait l'un des plus farouches opposants ces dernières années à l'immigration illégale. Mais qui n'est plus donc aujourd'hui, c'est un consensus. C'est une singularité effectivement anglaise, même au Danemark, une gauche anti-immigration. Vous en pensez quoi, Anthony Martin-Smith ? Je pense que là, faut pas tout mélanger, dans la mesure où l'Espagne, a priori, n'a pas forcément besoin de main-d'œuvre supplémentaire. Il suffit de regarder son taux de chômage. Je n'ai plus le chiffre exactement en tête, mais c'est l'argumentation en tout cas du gouvernement. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que au fond, le fond du sujet, réellement, il n'est pas là. Moi, ce que je vous disais tout à l'heure, indépendamment de rentrer dans ces considérations-là, c'est que c'est un révélateur de l'état de nos relations inter-États au sein de l'Union européenne, et que on a aujourd'hui, et là c'est très juste ce qui a été dit sur le fait que l'Espagne comme l'Italie sont deux pays frontaliers avec les pays du Sud, et qu'on ne soutient pas. Donc Meloni prend toute sa part de responsabilité. En Espagne, on essaye de gérer la crise comme on peut, mais en fait, qui a réellement la solution ? Qui a la bonne solution ? Si ce n'est qu'à un moment, il va falloir faire front. Schengen, ça nous concerne tous. Donc on peut pas juste dire à l'Espagne, débrouillez-vous avec votre problème. Non, c'est un problème qui appartient aux 27. C'est pas un problème qui concerne juste l'Espagne. Si l'Espagne prend une vague migratoire de 60 000 personnes, c'est 60 000 personnes qui rentrent aussi en France, en Italie, et puis en Belgique, si vous voulez. On peut pas juste dire que c'est le problème de l'Espagne. Quand on est dans une fraternité, on accompagne nos frères et sœurs avec les problématiques qui sont aussi les leurs, parce que leurs problématiques sont les nôtres. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est ça en fait, si vous voulez, qui m'interpelle, qui me choque dans notre capacité à surmonter cette crise avec le plus de fraternité et de sororité possible. Quand l'espace Schengen nous concerne chaque État. Amaury Brelet, vous entendez cet argument de la fraternité et de l'humanité ? Oui, mais à nos frères et à nos sœurs, on leur dit aussi la vérité. On leur doit la vérité. Et il y a une différence fondamentale aujourd'hui entre l'Italie et l'Espagne. C'est que, je me répète, l'Espagne mène une politique immigrationniste absolument délirante, quand l'Italie fait tout le contraire. Giorgia Meloni a réduit de 70% les arrivées illégales dans son pays. Elle a, de façon tout à fait pragmatique d'ailleurs, là aussi ouvert les vannes en matière d'immigration légale, notamment de travail, avec des objectifs considérables qui ont été loin d'être atteints d'ailleurs, contrairement à ce que relaie la presse française depuis des mois et même des années. Donc on a affaire là à une dirigeante tout à fait pragmatique qui a d'ailleurs reçu le soutien dans cette affaire de Ceuta des gouvernements finlandais et danois. Et faut-il suivre d'ailleurs l'exemple de l'Italie ? La France doit-elle prendre exactement cet exemple en termes de fermeté sur les questions migratoires ? On en débat, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio, et si vous souhaitez participer à ce débat, n'hésitez pas, appelez-nous 0826 300 300, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio.
10h-13h, les débats de l'été, Noémie Aliwa. Et de retour sur Sud Radio, je voulais qu'on revienne ce matin sur un autre sujet qui vient encore de battre un record. C'est une mesure qui a beaucoup fait réagir dans les Hauts-de-Seine. C'est le préfet qui veut accélérer l'expulsion des dealers et des délinquants installés dans les logements sociaux. L'objectif affiché, c'est de rendre leur tranquillité aux habitants qui subissent les trafics, les intimidations et les nuisances au quotidien. Mais cette méthode pose aussi une question de fond. Un logement social doit-il pouvoir être retiré à quelqu'un qui commet des actes graves? Et jusqu'où peut aller la sanction quand d'autres membres de la famille vivent dans le même appartement? Nous sommes toujours avec nos 3 débatteurs. Je vais me tourner vers vous, Amaury Brelet. Est-ce que vous pensez est-ce qu'on peut expulser des trafiquants pour protéger les autres habitants? Alors si on le peut, évidemment, c'est d'ailleurs une disposition permise par la loi narcotrafic adoptée il y a 1 an et qui permet d'expulser beaucoup plus facilement, qu'il s'agisse des bailleurs sociaux ou du préfet qui peut prendre la main, ceux qui sont en lien avec le narcotrafic. Ceci dit, ça n'est pas la panacée, comme voudrait nous le faire croire malheureusement le gouvernement, parce que c'est une mesure très difficile à mettre en œuvre. D'abord, vous avez beaucoup de bailleurs sociaux qui hésitent à engager ces procédures, souvent d'ailleurs par peur de représailles. Et ensuite, même quand ils le font, ou que les préfets prennent la main, techniquement, en pratique, c'est très compliqué. Il faut pouvoir démontrer le lien entre l'occupant et le narcotrafic, sachant que certains de ces occupants sont parfois exploités par exemple pour y entretenir de la drogue sans qu'ils le sachent, ou ok, super. Alors je me suis trompée de sujet, j'ai commencé par l'autre. Et puis ensuite, il faut pouvoir évidemment les en expulser. Donc en pratique c'est très compliqué, et même lorsque vous expulsez, lorsque vous parvenez au bout de cette procédure qui prend des semaines et même des mois, qui est très très longue et compliquée, et que vous les expulsez, ces gens-là, s'ils n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins et de pouvoir se loger, peuvent se retourner vers l'État. C'est le droit au logement opposable, c'est la loi depuis plus de 15 ans qui oblige aujourd'hui l'État à loger ceux qui n'ont pas les moyens en tout cas de se loger. Monsieur Ménard, est-ce que vous comprenez cette décision politique? Je la comprends. À titre personnel, je suis pas loin de la partager, pour être très honnête, parce que les trafics pourrissent la vie des habitants et de nos quartiers, et que donc tout ce qui peut aider, contribuer à nous séparer de cela est positif. Maintenant, ça pose quand même effectivement un certain nombre de questions, et ça laisse surtout les élus locaux, encore une fois, en première ligne. Moi, je souhaite aussi que l'État prenne toute sa part sur ces sujets-là, parce que sinon, les élus locaux sont quand même bien isolés et bien seuls pour faire face à ces difficultés. Anthony Martin-Smith ? En réalité, je suis pas sûr que le sujet soit réellement bon à positionner uniquement sur la question des logements sociaux. Vous pouvez vous y attaquer, bien entendu, et parce que moralement parlant, comme vient de le dire Amaury, c'est très discutable, hein, et en plus c'est permis par la loi que de procéder à ces expulsions. De la même manière que vous n'allez pas continuer à verser des prestations sociales. C'est une question de solidarité nationale. Si on s'attaque à un symbole de la solidarité nationale, il est normal que la solidarité nationale s'occupe des problèmes qui sont ces fameux dealers et trafiquants de drogue. Mais pour moi, si vous voulez, quand je vois ça, je me dis toujours, est-ce que ce n'est pas un arbre qui cache une forêt plus vaste ? Et malheureusement, quand on regarde, et pas avec une loupe nécessairement immense, hein, et puis c'est une personne aveugle qui vous en parle, donc, mais c'est de regarder la violence qu'il y a surtout dans ces quartiers. Et donc, vous pouvez vous attaquer autant que vous voulez aux symptômes et aux conséquences de la présence de ces dealers, mais tant que vous ne vous attaquez pas à la racine du mal, à la violence, au fait que on ait des trafics qui s'installent dans des caves dans lesquelles les policiers ne vont même plus parce que c'est ce qu'on appelle ces fameuses zones de non-droit. Vous ne vous attaquez pas à la racine du problème. Alors les policiers, hein, je leur jette absolument pas la faute. Ils font avec les moyens qui sont les leurs et qu'on veut bien leur donner. Mais ce sont aussi à un moment d'être systématiquement dans l'agitation de cette fameuse arbre, en espérant qu'il y ait quelques dealers qui tombent des branches. C'est pour moi encore un effet de com. En tout cas, vous êtes très nombreux à réagir au standard sur cette question. 0826 300 300, 0826 300 300. Et d'ailleurs, nous avons Laurent avec nous. Bonjour Laurent.
Bonjour Noémie, bonjour à tous. Bonjour Laurent, vous comprenez alors cette décision de la part du préfet? Est-ce qu'on pourrait éventuellement penser d'ailleurs à la développer sur tout le territoire? Alors, je reviens un peu sur ce qui a été dit juste avant. J'ai un peu la sensation que c'est un effet d'annonce, parce que quand on voit entre la décision et la mise en place de ce genre de décision, ça va être compliqué. Il faudrait quand même remettre les choses dans leur contexte. On est dans une situation où aujourd'hui, les tribunaux sont saturés. Donc si on prend le process, on va faire très rapide. Le préfet prend la décision d'expulser une famille de trafiquants. Il faut donc qu'il en alerte le bailleur social, qui lui va lancer une démarche. Va y avoir des contestations et ça va se terminer au tribunal. Imaginez-vous que entre la décision qui va apparaître, admettons, aujourd'hui, et le moment où elle sera réellement effective, on a déjà des gros problèmes de justice dans ce pays et de traitement des dossiers. Alors, l'effet est très bien, l'annonce est très bien, mais encore une fois, entre ce qui est annoncé et la réelle mise en place, la réalité va rattraper, en fait. Basis Ménard, est-ce que vous avez ce genre de problème là où vous habitez, là où vous travaillez? Non, d'abord, je ne souhaite pas qu'on stigmatise un certain nombre de villes, dont la mienne, sur ces sujets-là. Par contre, là où l'auditeur a raison, c'est qu'effectivement, mais c'est dans les sujets que vous souhaitez aborder aussi, c'est quand on voit les moyens, ou plutôt l'absence de moyens de la justice, ce qui pose d'ailleurs derrière la question de l'autorité de l'État, et surtout de la traduction concrète d'un certain nombre d'effets d'annonce dans le quotidien de nos concitoyens. Mais vraiment, sur la question des trafics, on ne peut pas être laissé à un état de léthargie comme c'est parfois le cas, parce que c'est ce qui exaspère nos concitoyens. Vous laissez dans les quartiers les plus difficiles les problèmes les plus importants, et puis vous dites aux gens, écoutez, débrouillez-vous, c'est pas notre problème. Non, c'est une rupture dans la promesse de l'égalité républicaine et de l'égalité de traitement que l'État consacre à chacun de nos concitoyens. Laurent, vous entendez cet argument, c'est-à-dire qu'il faut que l'État en fait se prenne en main et qu'il apporte de l'aide aux communes les plus touchées? Non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec ça, apporter de l'aide aux communes. Mais encore une fois, la réalité nous rattrape. Quand on voit qu'aujourd'hui, pour des traitements de dossiers, l'État veut aider les communes, mais on a quand même une justice. On peut pas faire tout et n'importe quoi. Entre une décision de préfet, ça peut pas non plus devenir une dictature sous prétexte qu'un préfet a décidé d'expulser une famille. Il faut respecter un cadre légal. Aujourd'hui, d'un point de vue justice, on est en souffrance. Aujourd'hui, on a des délais de traitement de la justice qui sont, mais alors, je pense qu'on fait partie des pays qui ont des délais de traitement en justice qui sont les plus longs. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'un préfet qui prenne la décision? Alors, je ne dis pas que cette décision est mauvaise. Évidemment, on a un problème, et comme le disait juste avant Sylvain, effectivement, il y a des choses à faire. Il faut qu'à un moment donné, l'État retourne dans ces zones de non-droit, comme c'est cité, que le problème de la drogue soit géré, que les trafiquants soient gérés. Mais encore une fois, entre une décision qui, pour moi, est un effet d'annonce et la mise en place, il n'y a rien de concret. Amaury Brelet, c'est un effet d'annonce, vous pensez, vous aussi? En partie, mais de toute façon, on est très loin du compte. C'est une réalité. Il n'y a pas de volonté politique dans ce pays depuis plus de 20 ans de faire la guerre, pour reprendre les mots de Bruno Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur, au narcotrafic. On dépense chaque année, l'État dépense chaque année moins de 2 milliards d'euros dans la lutte contre la drogue. Lorsque le narcotrafic génère au moins 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, les moyens ne sont pas là. Il manque des milliers de postes de police judiciaire qui sont les premiers à s'attaquer et à démanteler en réalité en pratique les trafics, des moyens évidemment dans la justice. Il n'y a aucune stratégie de façon globale, unifiée de lutte contre le narcotrafic, interministérielle, c'est-à-dire qui s'attaque à tous les maillons de la chaîne, depuis les pays producteurs jusqu'aux consommateurs, en passant par une réforme pénale évidemment, par la lutte contre l'immigration illégale qui alimente les petites mains, qui passe aussi par une prise en charge sanitaire des toxicomanes. Donc tout cela n'existe pas parce qu'il n'y a pas la volonté politique au plus haut niveau de l'État, parce qu'il n'y a pas les moyens. Sachant que cette stratégie, cette guerre, c'est une guerre de génération, c'est-à-dire qui durera 5, 10, 15, 20 ans, et qu'aujourd'hui nos dirigeants sont d'abord obsédés par leur réélection, par le scrutin d'après, et par leurs petits privilèges. Alors que si vous menez cette guerre aujourd'hui, si vous déclenchez cette stratégie, vous êtes certain de ne pas en bénéficier, de ne pas en recevoir les fruits dans les années qui viennent, donc avant la prochaine élection. C'est pour ça que le système est totalement bloqué, il y a un manque de courage total. Anthony Martin-Smith, il y a un manque de courage politique sur cette question ? De toute façon, je suis content de constater que l'ensemble autour de cette table tombe d'accord avec ce que je disais. C'est que
c'est de la com. Et donc, quand vous faites de la com, vous ne faites pas de politique, nécessairement, puisque vous parlez bien plus que vous n'agissez. Donc oui, il y a un manque de courage politique, et ce n'est pas nouveau, de toutes les manières. Ça a commencé, je vous dirais, dès 2007, avec l'élection de Nicolas Sarkozy, qui voulait passer nos cités, si vous vous rappelez bien, au Karcher, pour ne pas citer... quelques marques que ce soit, mais c'était son ambition. Tout comme d'ailleurs, il voulait travailler sur les violences policières, à empêcher le tutoiement des jeunes, etc. Vous voyez, tout ça, ça démontrait déjà à l'époque qu'on était sur des mesurettes qui étaient davantage de la com. Est-ce que la situation en France s'en porte mieux ? Non, et d'autant moins quand on lit dans la presse les articles de nos confrères qui titrent en permanence « Sommes-nous au bord de la mexicanisation de notre État et de nos cités ?» Bien, et puis aussi. On a la chance d'avoir un homme politique autour de cette table. On va peut-être lui demander d'intervenir parce que là, on fait un peu effectivement le procès de la classe politique. Vous êtes adjoint-maire, dites-nous un petit peu, est-ce qu'il y a un manque de volonté politique sur ces questions ? Peut-être avant, en tout cas certainement pas au niveau local. Peut-être avant, si j'étais un peu taquin, je rappellerais à M. Brelet que c'est Nicolas Sarkozy et que c'est la droite qui a coupé les moyens humains dans la justice, dans la défense, dans la police. Le bilan sécuritaire de Sarkozy est catastrophique. Oui, j'en conviens. Donc c'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler parce que c'est la gauche, en l'occurrence, et les socialistes qui avons remis les moyens dans la justice, dans la police. Les moyens humains, quand vous voulez, vous citiez des chiffres, je peux vous les donner, ils sont à votre disposition. Ça ne suffit pas, mais encore une fois, nous avons fait face à une situation lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et là aussi, c'est pour ça qu'au-delà des effets d'annonce, a arrêté la construction des prisons. Les grandes leçons parfois de la droite et de Monsieur Retailleau, je l'invite d'abord à regarder son bilan et celui de la famille politique qu'il dirige aujourd'hui. Ensuite, pour la campagne présidentielle, encore une fois, moi je souhaite qu'au-delà des mots et de la com, vous avez parlé de la mexicanisation, tout ça n'a aucun sens, je souhaite plutôt que nous soyons concrets sur les projets que nous défendrons et surtout sur les moyens humains et financiers que nous déposerons le moment venu. Vous contestez le fait qu'on soit dans une mexicanisation de notre système ? On revient tout de suite sur Sud Radio. Le débat est animé. Il y a beaucoup de personnes qui appellent d'ailleurs, qui veulent réagir sur cette question. C'est un long débat, c'est un grand débat. On se retrouve tout de suite. Appelez-nous 0826 300 300, 0826 300 300. On reprend le débat dans un instant sur Sud Radio. Les débats de l'été, Noémie Aliwa. Et de retour sur Sud Radio, je voulais qu'on revienne d'ailleurs sur ce sujet avec nos débatteurs. N'hésitez pas à nous appeler toujours au standard. Vous êtes très nombreux au 0826 300 300, 0826 300 300. Nous étions en train de parler des HLM et des trafiquants. Faut-il expulser les trafiquants des HLM pour protéger les habitants ? C'est la question un petit peu provocatrice que je vous ai posée autour de cette table pour savoir comment est-ce que les préfets, comment est-ce que l'État peut s'organiser pour protéger les habitants qui subissent ces trafics. Amaury Brelet, est-ce que vous pensez que la proposition qui a été faite par ce préfet pourrait être généralisée en France ? Elle est censée l'être puisque c'est une mesure intégrée à la loi de narcotrafic qui a été adoptée il y a un an. Donc normalement, tous les préfets sont censés l'appliquer, évidemment. Loi de narcotrafic dont je rappelle qu'une bonne partie des décrets ne sont toujours pas publiés. Ce qui en dit là aussi long sur le poids de l'administration, malheureusement, qui freine tout dans notre pays, sur tous les sujets d'ailleurs. Et on l'a dit, de toute façon, la lutte contre le narcotrafic, c'est une lutte qui doit être menée par l'État régalien, par la police nationale. C'est pour ça que, moi, évidemment, je me désespère d'entendre tous ces élus locaux et ces maires qui sont totalement esseulés, abandonnés, être obligés de lutter avec leurs petits moyens sur le terrain contre les narcotrafiquants qui pourrissent la ville, leur ville, des quartiers entiers aujourd'hui sont sous coupe réglée de ces narcotrafiquants. Certains quartiers d'ailleurs sont quasiment impénétrables. Pour y entrer, les policiers sont obligés d'y aller quasiment en commando. Vous avez des pompiers aujourd'hui qui sont obligés dans certains départements de notre pays de prendre rendez-vous avec des policiers sur des parkings de supermarchés pour pouvoir se rendre, faire leur travail au cœur de ces quartiers, protégés
par la police pour éviter de se faire agresser. On en est là, dans le niveau de violence. Alors je vais me faire l'avocat du diable, mais c'est vrai qu'on attaque beaucoup l'État en considérant qu'il est responsable, mais vous venez aussi de citer la loi narcotrafic qui a fait changer les choses. Anthony Martin-Smith, je vous voyais réagir autour de cette table. Oui, j'entends ce que dit Amaury et je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire, puisque moi-même, je vous le disais d'ailleurs en propos liminaire tout à l'heure, sur le fait que la police ne peut même plus rentrer dans certaines cités, et je le déplore. Ces fameuses zones de non-droit dont on a de cesse d'ailleurs d'en réputer l'existence, mais de ne rien faire pour lutter contre. Moi, je voudrais juste revenir avant pub sur ce que Monsieur Ménard a dit. C'est que visiblement, vous contestez la mexicanisation de nos cités et puis de notre justice. Monsieur Ménard, vous voulez répondre, j'imagine ? Je n'apprécie pas du tout ce terme. Et effectivement, je ne me reconnais pas. Décrit. Je ne me reconnais pas là-dedans. Moi, encore une fois, j'espère que l'élection présidentielle de 2027 permettra, parce que je pense que nous avons beaucoup souffert de l'absence de débat en 2022, et nous souffrons évidemment de l'absence de majorité parlementaire depuis 2024, puisque lorsqu'on parle tout à l'heure de l'impuissance de l'État, elle est aussi le fruit d'un certain nombre de décisions politiques et de résultats politiques. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'en 2027, tous ces sujets-là puissent être abordés, parce que ce sont ces sujets-là qui sont au cœur des préoccupations de nos concitoyens. Mais encore une fois, c'est pour ça que je n'aime pas ce terme, au-delà des débats sémantiques, il faut s'intéresser au fond, à la réalité de la situation, et surtout amener les responsables politiques à prendre des positions claires. Mais encore une fois, on ne peut pas, c'est ça qui insupporte nos concitoyens, on ne peut pas d'un côté dire toujours plus comment dirais-je, de force, de vigueur, etc. et dans le même temps être la droite qui réduit les moyens de la justice, qui réduit les moyens humains, etc. Il y a un moment donné, le en même temps, ça ne fonctionne pas. Oui, mais regardez la DZ Mafia en l'occurrence. Prenez l'exemple de la DZ Mafia. Vous dites que vous n'êtes pas à l'aise avec cette sémantique-là. Ouais. Appelez ça comme vous voulez. Si vous voulez dites que c'est de la colombinisation de notre État. Peu importe l'État que vous choisirez, peu importe le mot que vous y mettez, la réalité, elle est quand même celle-ci. On a des narcotrafiquants qui s'entremêlent de plus en plus avec notre économie et l'économie locale. Et vous êtes bien placé pour savoir de quoi je parle. Vous êtes notamment avec de plus en plus de mouvements de trafiquants de drogue et de narcos qui sont de plus en plus entremêlés aussi dans nos pouvoirs politiques. Il suffit de se rappeler quelques dealers qui ont des relations avec certains députés ou sénateurs pour voir que notre État est malade sur cette question-là et qu'il n'arrive toujours pas à trouver les solutions qu'il convient de trouver. Et c'est pour ça que je vous rappelle la DZ Mafia, notamment avec aussi ce maire qui a été menacé de mort et qu'il a fallu extraire de son domicile avec le RAID. Donc vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas une mexicanisation, ou appelez ça comme vous voulez, de notre État. En tout cas, le corollaire de cette possible mexicanisation, si on va dans votre sens, c'est aussi un autre sujet dont on va parler à présent, un autre sujet de débat, c'est celui de la surpopulation carcérale. C'est le Figaro qui nous l'apprend. Les prisons françaises n'ont jamais été aussi pleines. Alors je vous pose la question, faut-il enfin construire des places de prison, ou faut-il davantage d'aménagement de peine, de semi-liberté, de bracelets électroniques? La justice est-elle trop sévère ou au contraire pas assez? Vous avez un avis, une expérience, un témoignage, que vous soyez surveillant, avocat, juge, famille de détenus ou simple citoyen. En tout cas, on vous écoute. Appelez-nous au 0826 300 300, 0826 300 300. On continue ces débats à 11h08. On est toujours avec Anthony Martin-Smith, Amaury Brelet et Baptiste Ménard. Et justement, André nous a rejoint. Bonjour André. Bonjour Noémie. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Pourquoi, à votre avis, on assiste actuellement à une surpopulation carcérale, et qu'est-ce qu'on pourrait proposer dans l'avenir pour faire en sorte que ce problème trouve sa solution? Donc le problème, on sait déjà, il y a eu un manque des différents gouvernements successifs depuis 30 ans d'investissement dans ce cadre-là. Ce qui a été dommage, c'est qu'en 96, avec la dissolution du service militaire, il y a eu des centaines de sites militaires qui ont fermé. Et ils auraient pu récupérer certains bâtiments, non pas peut-être pour faire des prisons, mais faire des centres de détention, je dirais entre guillemets, allégés, pour les petites peines, pour les primo-délinquants, pour les délinquants de la route.
qui se retrouvent éventuellement en prison avec des gros délinquants. Alors Ensuite, attendez, parce que... Oui. Ensuite, vous avez la surpopulation. Là, c'est d'actualité sur Amiens. La prison d'Amiens est à 270% d'occupation. C'est-à-dire que pour 268 places, il y a plus de 600 détenus. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a une aile de la prison d'Amiens qui a été entièrement rénovée, mais qui n'est toujours pas ouverte parce qu'il y a un manque de surveillants. Donc c'est un paradoxe en plus. Oui, c'est un paradoxe. Alors attendez, je voyais Améry Ourélé lever les yeux au ciel quand vous avez commencé à parler. Est-ce que j'imagine qu'il a une réflexion sur vos idées ? Oui, en partie. Les difficultés aujourd'hui qui expliquent notre impossibilité à bâtir ces prisons, ces places de prison depuis des années, elles sont de 3 ordres. D'abord d'un ordre financier. L'État n'a plus d'argent. Enfin, il pourrait en avoir s'il avait le courage d'en trouver, compte tenu de la gabegie financière que l'on constate tous les jours. Ensuite, vous avez un certain nombre de réglementations invraisemblables, administratives, qui s'accumulent d'année en année et qui rendent de plus en plus compliqué de pouvoir construire une prison. Il faut remplir des dossiers qui font des milliers de pages. C'est infernal. Vous avez des réglementations même environnementales qui, sur le terrain, vous empêchent de construire une place de prison parce que vous avez une bestiole endémique qui habite un champ et que vous ne pouvez pas construire dans ce champ parce que la bestiole est là. Enfin, tout ça est expliqué noir sur blanc dans les rapports de la Cour des comptes. C'est absolument invraisemblable. Et puis, des raisons évidemment politiques. Pas de volonté, on l'a dit, au plus haut niveau de l'État. Et puis, des oppositions localement d'élus, de tous bords d'ailleurs, et qui refusent que l'on installe une prison chez eux. Et alors, l'hypocrisie, évidemment, la plus totale, concerne les élus de droite, qui vont dans les médias, vous nous expliquez, il faut plus de fermeté, il faut mettre plus de gens en prison, c'est scandaleux, sus au laxisme judiciaire, et puis qui sont les premiers, en douce, qui utilisent leurs relations jusqu'au plus haut niveau de l'État, y compris gouvernemental, pour empêcher l'édification de prisons à côté de chez eux. Donc voilà pourquoi, depuis près de 20 ans, nous n'avons pas construit assez de prisons. Emmanuel Macron avait promis 15 000 places de prison sur 10 ans. Les derniers chiffres, 5 411 places ont été construites. Alors c'est de la faute d'Emmanuel Macron, André, dites-nous. Non. Mais je pense qu'il faudrait dissocier les prisons dans le terme vraiment prison pour les gros délinquants et pouvoir, je pense qu'il y a moyen de moins cher et plus rapide de faire des centres on pourrait appeler ça des centres de détention allégés, parce que vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez les primo-délinquants, vous avez les délinquants de routiers, vous avez les délinquants entre guillemets pour violence conjugale, etc., qui se retrouvent avec vraiment des prisonniers qui ont fait bien pire. Donc je pense que ça pourrait déjà se venir, parce que le problème aussi, c'est que du fait André, mais on peut pas hiérarchiser une violence conjugale avec d'autres types de violences. Vous voyez, une femme qui tombe sous les coups de son conjoint est quand même heureuse de savoir qu'à un moment il va finir écroué. Et donc là, je voudrais pas qu'on hiérarchise les types de violences entre elles. Mais en revanche, c'est le parcours qu'il faut. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, là où je peux vous rejoindre, André, sur ce que vous dites, c'est éventuellement qu'il y a certains types de délinquance non violente pour l'intégrité physique, peut-être davantage sur l'intégrité des biens, peut-être la délinquance financière. Quand vous avez fraudé les impôts, est-ce que votre place est réellement en prison auprès de gens qui, eux, par contre, peuvent s'en prendre physiquement et où il faut les empêcher physiquement d'aller au contact de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Ça, peut-être que je peux vous rejoindre avec des aménagements de peine, des travaux d'intérêt généraux, avec des peines aménagées, ou en tout cas d'autres dispositifs. C'est peut-être moins leur place que des violeurs, des gens qui frappent leurs femmes, etc. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire, André? C'est pas oui, tout à fait. Je veux juste pas qu'on minimise la violence faite aux femmes, parce que c'est une forme de violence qui est insupportable. Non, c'était pas mes propos. Enfin, je me suis peut-être mal exprimé. C'était pas mes propos. Si vous voulez. C'est pour ça que je vous laisse le bénéfice. Pardon. Voilà. Toutes mes excuses auprès des dames. On a compris que c'était pas forcément le parallèle que vous vouliez faire, mais simplement trouver une image qui permette de développer votre idée. Merci beaucoup, André. Merci de nous avoir appelé. Faut-il construire plus de places de prison? Vous êtes très nombreux à nous appeler au 0826 300 300, 0826 300 300. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec nos débatteurs. Et vous, à tout de suite.
10h-13h, les débats de l'été, Noémie Aliwa. Nous sommes de retour sur Sud Radio, merci d'être avec nous. Il est 11h15 et l'actualité continue de nous accompagner tout au long de cette matinée avec nos 3 invités, nos 3 débatteurs, nos 3 experts. Anthony Martin-Smith, Amaury Brelet, Baptiste Ménard. Vous êtes très nombreux à nous appeler pour réagir et pour exprimer votre opinion sur cette question. Faut-il construire plus de prisons, plus de places de prison? Nous avons d'ailleurs Jean-Luc avec nous. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Alors vous avez un avis très tranché sur cette question. Pour vous, il faut plus de prisons, plus de places de prison. Expliquez-nous votre point de vue. Mon point de vue, c'est que j'étais chevènementiste du temps où il était en activité. Et il faut, dans une société, il faut des règles. Et les règles, nous les avons, mais elles ne sont pas appliquées. On ne les applique pas. Donc, il y a des gens avec qui on ne peut pas vivre ensemble. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire, Jean-Luc? Eh bien, par exemple, tout ce qui est délinquance, et je ne parle pas d'incivilité, attention. L'autre jour, quand il y a eu le PSG qui a gagné les championnats d'Europe, il y a des véhicules de gens privés qui se sont fait cambrioler dans la rue. Et très souvent, les journalistes parlent d'incivilité. Non, là, on n'est plus dans le domaine de l'incivilité, on est dans le domaine de la délinquance. Mais est-ce que c'est vraiment ça la solution? Est-ce que vous pensez qu'enfermer les gens, les délinquants, ça leur permettra d'être des personnes meilleures? Ou au contraire, en rentrant en prison, ils pourraient rencontrer des brigands encore plus violents et finalement devenir encore plus durs? Et oui, mais chaque année, ils se remplacent. Parlons d'incivilité, cette fois-ci. Nous avons des intrusions piscines. Mais d'une année sur l'autre, de 2 années sur l'autre, ce ne sont jamais les mêmes. Des intrusions piscines, c'est quoi ça? Dans les immeubles, hein. Oui. Dans les immeubles, vous avez des gens qui débarquent, les immeubles qui ont des piscines. Expliquez-nous Ah oui. D'accord, donc les gens viennent se baigner à l'insu des habitants, c'est ça? Pardon, je rigole, c'est pas Alors c'est un bon exemple ça, Jean-Luc. Vous croyez vraiment, par exemple, que les personnes qui viennent, entre guillemets, squatter les piscines en période de canicule devraient aller en prison? Alors, c'est pas la prison au sens où vous l'entendez. Par exemple, moi, pour les mineurs, par exemple, il faut voir je vais appeler ça des centres aérés fermés. Et, une mise à l'écart, pour les éduquer, parce qu'ils ne l'ont pas été, ou ils refusent de l'être, donc à un moment, il faut bien que l'on prenne des décisions. Voilà. Alors attendez, parce que on a sur ce plateau... Oui, je vous laisse terminer. Ensuite, on aura des réactions. Pour les adultes, ça revient au même. Il y en a qui sont irrécupérables. Ils ne savent vivre que de trafic. Lorsqu'on se balade en banlieue d'une grande ville du Sud, par exemple, si on prend les déchets sauvages, eh bien, on peut tout à fait retrouver les personnes qui les ont déposés. Donc, on ne le fait pas. On a les lois, mais on ne le fait pas. On n'applique pas la loi parce qu'on n'a pas le courage. Alors, je voyais lever les yeux, monsieur Ménard, Baptiste Ménard. Vous êtes maire adjoint de Mons-en-Barœul. Expliquez-nous pourquoi vous levez les yeux quand Jean-Luc Non, parle. c'était pas en rapport avec l'intervenant. Non, moi, ce que je voudrais dire sur ce sujet, d'abord, c'est que la France a déjà été condamnée plusieurs fois par la Cour des droits de l'homme, sauf erreur de ma part, sur justement la situation dans les prisons. Les conditions de vie sont vraiment déplorables, hein. Insalubrité, surpopulation, et donc ça n'est pas nouveau, cette question de la surpopulation carcérale. Bon, vous l'avez rappelé, effectivement, à chaque fois on a le droit aussi à beaucoup d'hypocrisie sur le sujet, c'est-à-dire les mêmes élus qui demandent plus de places de prison sont les mêmes qui s'opposent à la création d'un établissement pénitentiaire sur leur territoire. Donc là aussi, parfois il faudrait quand même que les uns et les autres mettent en conformité leurs paroles et leurs actes. S'agissant de la situation, moi j'aurais tendance à dire que nous savons aujourd'hui que parfois la prison, c'est pire que mieux. Notamment pour celles et ceux qui font l'objet de petits délits
qui doivent faire l'objet d'une sanction et d'une condamnation. Hein, je suis pas là pour tenir un propos laxiste, mais où l'incarcération n'est peut-être pas la bonne solution, parce que parfois, c'est ce qui conduit derrière à des gros problèmes, 1, de réinsertion dans la société, 2, à des risques de récidive et à des mauvaises rencontres. Donc il faut à la fois que celles et ceux qui doivent faire l'objet d'une condamnation en prison le fassent concrètement et en allant au bout de la peine sur laquelle ils ont été condamnés, mais nous devons aussi réfléchir, vous l'avez un peu abordé dans l'introduction du sujet, aux peines alternatives pour les petits délits, qu'il s'agisse de... Comment ? Qu'il s'agisse, pardonnez-moi, qu'il s'agisse de bracelets électroniques, de travaux d'intérêt généraux, etc., etc. Amaury Brelet, c'est une solution peut-être pour les petits délits d'éviter la prison et plutôt de proposer des solutions alternatives de façon plus systématique, le bracelet électronique, les travaux d'intérêt généraux? Oui, au cas par cas, mais enfin, il faut le marteler et le répéter. Le problème en France n'est pas que l'on enferme trop, c'est qu'il n'y ait pas assez de places de prison. On a un taux d'incarcération qui est dans la moyenne européenne. Et d'ailleurs, quand vous faites des sondages, même les sympathisants de la France insoumise réclament la construction de places de prison. Donc le vrai problème, c'est que aujourd'hui, nous subissons de cette surpopulation carcérale. Pourquoi ? Parce que le niveau de violence globale dans la société a explosé. Les statistiques le confirment, la réalité même le confirme. Ensuite, vous avez toujours cette immigration massive et incontrôlée qui pèse sur nos systèmes. Je rappelle que 25% des détenus en France sont étrangers, dans une écrasante majorité des clandestins, et qu'il faudrait évidemment pouvoir renvoyer chez eux. C'est très compliqué. Et puis, vous avez le système qui est totalement engorgé, par manque de moyens notamment. Vous avez 30% des prisonniers en France qui sont en détention provisoire. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas jugés et qui sont donc présumés innocents. Ce qui devrait être considéré comme absolument scandaleux par tous les Français. Donc, la vérité, c'est que nous manquons de prisons, qu'il faudrait en construire au moins 30 000, que tout cela coûte 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros, c'est le montant du budget du ministère de la Justice, qu'il faudrait donc multiplier par 2. Donc on voit bien là qu'on est très très loin du compte, et quand bien même on a multiplié, parce que c'est ce qu'on a fait depuis des années, on a multiplié les lois de régulation carcérale. La gauche par idéologie, parce qu'elle est anti-prison, et la droite par lâcheté, parce qu'elle n'a pas le courage de mettre l'argent sur la table pour en construire. Résultat, on a multiplié les aménagements de peine, les alternatives à la prison. Aujourd'hui, la loi, pour en parler avec des magistrats, la loi dit aux magistrats, évitez la prison à tout prix. C'est comme ça que ça fonctionne en France. Anthony Martin-Smith. Alors, déjà, on nous reprend, hein, Noémie, ceux qui nous écoutent, travaux d'intérêt général. Vous et moi avons fait l'erreur, effectivement. Ils ont raison. Cela. Écoutez, bravo aux éditeurs d'être aussi attentifs. Amaury, sur la question du présumé innocent et la détention provisoire. La détention provisoire, elle existe bien pour une raison. Et je vais en reprendre d'ailleurs. Je suis pas contre le principe, je suis contre les chiffres et la proportion inégalée en Europe. Je vais reprendre l'exemple de ce que nous disions tout à l'heure. Quand vous avez une femme qui est battue par son mari et qui est en attente d'un jugement, elle est bien contente. Si vous voulez qu'il y ait une mesure d'éloignement, et donc la détention provisoire fait aussi partie de ces mesures d'éloignement. Mais c'est pas le principe que je remets en cause. C'est la surcharge. C'est la proportion démesurée. 30%, c'est beaucoup trop. Oui, mais vous avez tous les juristes, tous les avocats, tous les magistrats le disent. C'est que c'est la surcharge de notre système judiciaire qui fait que cette détention provisoire, elle est trop importante. Maintenant, ce que je vais faire comme trait d'union, c'est entre ce que nous disait notre auditeur André juste avant et Jean-Luc. Finalement, ils disent à peu près la même chose. Ils disent que il faut davantage proportionner, c'est ce que vous dites aussi, Amaury, hein, il faut davantage proportionner la peine à l'action délictueuse, ou si c'est une infraction, une infraction comme une incivilité est une infraction, ce n'est pas un délit. Et il faut d'ailleurs rappeler à nos auditrices, à nos auditeurs, la différence entre nos 3 cas de figure dans notre système judiciaire. On a l'infraction. L'infraction, c'est quand vous allez trop vite sur la route, quand vous ne mettez pas une ceinture de sécurité, etc. Et puis vous avez le délit. Le délit, là, c'est quand vous commencez à vous en prendre à l'intégrité morale, l'intégrité physique et l'intégrité des biens. Et puis vous avez les crimes. Et donc il y a une graduation. Et cette graduation, elle devrait aussi se ressentir dans l'application des peines. Et c'est pas toujours le cas, malheureusement. On a des infractions qui peuvent conduire à des mini-peines d'emprisonnement, et vous avez des délits qui ne sont absolument pas sanctionnés, et puis vous avez des crimes, quand vous avez quelqu'un qui a tué quelqu'un et qui s'en sort avec une réclusion à perpétuité et qui finalement, par des aménagements de peine, sort au bout de 15 ans.
Oui, forcément, ça peut choquer. Vous pensez, Jean-Luc, est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'il faudrait peut-être des peines mieux aménagées, plus individualisées, comme on dit ? Oui et non, mais surtout dans la fermeté. Vous voyez, par exemple, si vous créez un centre de détention au milieu du Larzac, et si on fait comme faisaient les Chinois du temps du Grand Bond en avant, ne mangez que ceux qui travaillaient. 40 à 50 millions de morts. Ah, vous êtes un peu radical, Jean-Luc. La référence à Mao Zedong. Vous êtes un peu radical, Jean-Luc. Je l'avais pas vu venir. Le problème de vos intervenants, c'est que ça fait 40 ans que j'entends ça. Mais ça fait 40 ans, on n'était pas là, nous. Enfin, moi non. T'es pas né. Moi, j'étais là. Ils ont tous moins de 40 ans, je crois, autour de ce plateau. Mais je comprends ce que vous dites. C'est une idéologie qui perdure. Et donc, effectivement, des hableurs, il y en a marre. Maintenant, il faut des actes. Et les actes, les prisons, il ne faut pas les créer telles qu'elles sont aujourd'hui. Il faut créer d'autres formes de prisons. Par exemple, mais on les crée où, Jean-Luc, les prisons ? Est-ce que vous aimeriez, vous, avoir des prisons à côté de chez vous ? Parce que c'est ça, c'est-à-dire les maires se défaussent systématiquement. Ils sont tous pour des prisons, mais personne ne veut les accueillir chez eux. Oui, ça c'est parce que l'État n'est pas assez ferme. Ah mais non, mais là c'est pas l'État. Il faut bien un territoire pour accueillir ces prisons. Est-ce que vous seriez capable, est-ce que vous accepteriez une prison à côté de chez vous ? Jean-Luc, est-ce que vous voudriez une prison à 500 mètres de chez vous ? J'ai déjà les quartiers sensibles. Oui, mais c'est pas pareil. Donc vous savez, entre une prison... C'est pas pareil, Jean-Luc. Où il y aura non mais que écoutez, là vous faites une stigmatisation des quartiers populaires qui est quand même pas acceptable. Hein. J'y habite. Le parallèle, moi aussi. Le parallèle n'est pas très. Baptiste Ménard, maire adjoint de Mont-Saint-Barrois. Non mais Jean-Luc, est-ce que vous voudriez avoir une prison à 100 mètres de chez vous ? Moi, je peux vous dire, j'ai vécu à côté de la prison de la Santé à Paris. J'y ai très bien vécu. Mais par ailleurs, c'est vrai que y avait quand même une dimension un peu anxiogène en se disant si un jour il y a une tentative d'évasion un peu brutale, etc. Ça, forcément, Anthony moi, ça Martin m'a traversé. Smith. Mais est-ce que vous verriez vivre près d'une prison ? Parce que c'est ça le sujet aujourd'hui. C'est ça le sujet, et c'est ça le sujet d'ailleurs qu'on va poser à nos auditeurs. Alors dites-nous, est-ce que vous accepteriez, vous, d'avoir une prison à côté de chez vous ? Est-ce que vous pensez que ça pourrait contrarier votre quotidien, ou au contraire ça ne changerait strictement rien parce que malgré tout c'est un lieu qui est très sécurisé ? Dites-nous, appelez-nous, n'hésitez pas à exprimer un témoignage ou simplement un avis. On vous écoute, on se retrouve tout de suite dans un instant sur Sud Radio, et le numéro bien sûr c'est 0826 300 300, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Les débats de l'été, Noémie Aliwa. Et nous sommes de retour sur Sud Radio, merci d'être avec nous. Il est 11h30 précisément et l'actualité continue de nous accompagner tout au long de cette matinée avec nos fameux débatteurs, Anthony Martin Smith, Amaury Brelet et Baptiste Ménard. Et puis vous au téléphone, n'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300, 0826 300 300. On est sur un débat chaud ce matin, disons-le. Faut-il construire plus de places de prison ? Et surtout, est-ce que vous accepteriez, vous, d'avoir ces fameuses prisons à côté de chez vous? Parce que c'est ça aussi la question. On discutait d'ailleurs juste avant la publicité avec Jean-Luc qui nous disait qu'il fallait plus de places de prison. Mais c'est vrai que la question de savoir où les mettre, où les accepter sur le territoire, c'est une autre question qui pose également débat. Amaury Brelet, vous nous disiez qu'un certain nombre d'élus, d'ailleurs, qu'ils soient de gauche ou de droite, avaient un double discours là-dessus. Ah oui, c'est une évidence. Des élus locaux qui, dans les médias, disent réclamer davantage de places de prison et qui, en pratique, sur le terrain, en privé, en douce, font tout pour les éviter. Donc c'est absolument scandaleux, c'est d'une hypocrisie sans nom. L'État, là, pourrait, s'il avait la volonté, forcer la main, si besoin, voter une loi, préempter, imposer, il le peut, imposer des prisons, il ne le veut pas, pour ménager probablement ses relations avec les élus locaux qui sont de plus en plus compliquées ces dernières années. Donc très clairement, il n'a pas la volonté, et puis pas les moyens, je le répète, il manque au moins 30 000 places de prison dans notre pays. Cela coûte 10 milliards d'euros. 10 milliards, c'est le montant du budget du ministère de la Justice. Donc il faudrait donc doubler, et uniquement pour financer ces places de prison. Même pas pour pouvoir embaucher davantage de magistrats, de greffiers, et permettre de fluidifier le système. Donc on voit bien que là se pose la question financière. Sur 1 000 euros de dépenses publiques par an,
la France dépense 5 petits euros pour sa justice. Mais c'est pour ça que on peut pas réduire le sujet et la question uniquement à la construction d'établissements pénitentiaires et au nombre de places, puisque vous voyez bien, et pour le coup, le raisonnement chiffré que vous faites le démontre. D'abord, le jour où on aura un doublement des moyens de la justice, je serai le premier satisfait, mais néanmoins, même s'il y avait une augmentation du budget, ça pourrait pas être entièrement consacré à la construction d'établissements pénitentiaires. Donc ça pose la question, effectivement, de l'échelle des peines, de l'exécution des peines, de la proportionnalité entre l'acte délictuel commis et la sanction à laquelle vous êtes consacré. Et encore une fois, pour la France, qui est quand même le pays des droits de l'homme et qui donne des leçons parfois à la terre entière, et parfois à raison, c'est quand même du plus mauvais effet lorsque l'on visite, lorsque l'on voit l'état de nos prisons françaises. Quelle est la solution alors ? On libère ? C'est ce que vous voulez dire ? On libère ? On n'enferme pas ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que effectivement, il y a aujourd'hui des personnes qui sont détenus dans les établissements pénitentiaires pour des peines qui ne me semblent pas de nature à être en proportionnalité. Non, honnêtement, lorsque vous avez un certain nombre de délits et de personnes condamnées qui vont en prison pour et qui vont en prison pour une durée qui est extrêmement limitée, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, si vous commettez un petit délit, vous n'allez pas en prison. Je rappelle que les peines fermes de moins d'1 an sont quasiment automatiquement aménageables. Sauf exception. C'est le droit. C'est le droit. Oui, c'est une loi qui a été votée notamment, c'était sous Belloubet notamment. Et même les peines de prison inférieures ou égales, fermes à 1 mois, sont interdites par le droit. Aujourd'hui, mais ce sont des magistrats qui me le disent. Aujourd'hui, pour aller en prison, il faut avoir commis un crime ou un délit grave ou être un multirécidiviste. Vous avez des délinquants qui passent 15 fois devant le juge et qui ne sont toujours pas en prison. C'est la réalité aussi de l'aménagement, de cette multiplication d'aménagements de peine, d'alternatives à la prison, qu'on a multiplié ces dernières années et constater que ça n'a pas empêché le nombre de détenus dans nos prisons d'exploser. Anthony Martin-Smith, vous pensez aussi que la justice est laxiste ? La justice n'est pas laxiste. La justice, elle fait avec les ressources qui sont les siennes. Exactement. En l'occurrence, et d'ailleurs mes collègues le rappellent assez bien, c'est-à-dire que je vois quand même un consensus dans ce qui se dessine, même s'ils s'opposent. C'est que la justice manque de moyens. Donc la justice adapte avec les moyens dont elle dispose les peines qu'elle peut proposer. Quand, en l'occurrence, vous avez des délinquants, des narcotrafiquants, des gens qui usent de la violence pour pouvoir faire leur petit business, il est bien normal de les mettre en prison. Il est bien normal que le travail des avocats soit de faire en sorte que leur peine soit la plus légère possible, puisque c'est leur métier. Mais de l'autre, vous avez une surpopulation carcérale qui fait que les conditions de vie aujourd'hui sont insupportables, même du point de vue de la Convention de Genève, et qui, du coup, sont forcément discutables. On est quand même le pays, Monsieur Ménard l'a rappelé, des droits de l'homme. Il y a des conditions de détention aujourd'hui qui, je le souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Vous voyez, donc il faut là aussi être raison gardée. Il y a un problème de budget nécessairement, mais moi je vous le dis aussi, c'est ce dont on débat depuis tout à l'heure. Où est-ce qu'on installe ces nouvelles places de prison ? On a de cesse de dire il faut en construire. Vous l'avez souligné, Noémie. Où est-ce qu'on les installe ? Voilà, quand je demandais tout à l'heure à Jean-Luc, est-ce que vous en voudriez une à côté de chez vous ? Visiblement, Jean-Luc n'a pas l'air très à l'aise avec ça, puisqu'il a déjà beaucoup de délinquance autour de chez lui. Il n'est plus là pour répondre, mais effectivement, en tout cas, c'est un sujet qui provoque du débat, c'est un sujet qui manifestement vous intéresse, puisque vous êtes très nombreux à nous appeler au standard au 0826 300 300, 0826 300 300 sur Sud Radio. On vous écoute sur les réseaux sociaux aussi, n'hésitez pas à réagir, à témoigner, à nous donner votre avis. Et parmi vous, il y a d'ailleurs Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour. Bonjour, vous nous appelez d'Auvergne. Eh bien, vous êtes surveillant pénitentiaire et vous considérez qu'il faut plus de prisons. En tout cas, vous connaissez bien le sujet. Quel est votre avis précisément là-dessus ? Eh bien oui, surveillant depuis bientôt 10 ans maintenant. Je suis dans une petite maison d'arrêt où on a quand même un taux d'occupation où on frise les 300%. On est à 280 actuellement. Donc effectivement, on manque de place. On est obligé de mettre des matelas par terre. Donc effectivement, les conditions ne sont pas forcément top.
Et en même temps, notre maison d'arrêt est située quasiment au centre-ville. Donc effectivement, au vu des nuisances sonores et aussi olfactives, on a de plus en plus de plaintes du voisinage. Qu'est-ce que vous voulez dire par des nuisances sonores et olfactives ? Eh ben, forcément, quand on vit quand on est en collectivité, ça va générer des déchets, ça va générer des odeurs. Donc les odeurs, suivant comment ça se passe, les voisins peuvent les ressentir. Et aussi, ces personnes-là, les personnes détenues, communiquent par la fenêtre ou mettent la musique un peu forte parce qu'elles ont une radio en cellule. Et du coup, ça peut créer des nuisances sonores, notamment à des heures. Non, c'est vrai. Ce qu'il dit est totalement vrai. Ouais. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant, Rémi, c'est que vous nous expliquez qu'au fond, il y a une surpopulation carcérale que vous observez au quotidien. Oui. Ça fait combien de temps que vous travaillez, vous, dans ce centre pénitentiaire ? Je suis là 3 ans. 3 ans. Est-ce que vous avez vu la situation évoluer ? Est-ce que vous avez des collègues qui travaillent depuis beaucoup plus longtemps et qui seraient capables de nous dire, par exemple, qu'ils ont vu en 20 ans l'explosion du nombre de personnes admises dans ces centres pénitentiaires ? Ah ben là, en 3 ans, je l'ai même vu moins. On était à environ 115% de taux d'occupation il y a 3 ans, et là, nous en sommes à 270%. Et comment vous l'expliquez ? Comment vous l'expliquez, ça ? Les magistrats qui condamnent un petit peu trop, ou qui demandent à être enfermés un petit peu trop au niveau des personnes détenues. Moins de peine, moins de bracelets électroniques, moins de travaux d'intérêt général. Alors qu'il y a des peines, c'est vrai qu'on demande à ce qu'elles soient plutôt classées comme ça. Voilà. Alors, ça va un petit peu, oui, c'est ça, c'est ce que vous disiez un petit peu, Baptiste Ménard. Vous entendez Absolument. ce que nous racontait Rémi, qui est en Auvergne, qui est surveillant pénitentiaire, qui connaît bien le sujet. Voilà, mais ça met de l'eau à mon moulin, si j'ose dire, et votre témoignage est d'autant plus fort que vous le vivez au quotidien dans votre travail, mais effectivement, on le sait, et c'est ce que je disais. Non, mais c'est pas vrai, c'est faux. C'est pas vrai, vous contestez l'expertise d'usage. Vous allez pouvoir vous répondre. Baptiste Ménard et ensuite Amaury. Je termine, mais vous contestez l'expertise d'usage, et Rémi le montrait bien. Il y a des personnes, c'est pas populaire de le dire, je vais pas me faire des amis en le disant, mais il y a des personnes qui n'ont rien à faire en prison et qui contribuent à la surpopulation carcérale. Donc à un moment donné, il faut. C'est pour ça que je pense que sur ces débats-là, il faut Amaury, se garder. Terminer, ensuite vous pourrez réagir. Il faut se garder des effets de manche et des effets de communication. Il faut regarder la réalité concrète et telle qu'elle est. Donc il y a l'absence de moyens au ministère de la Justice, que ce soit des moyens humains, des moyens financiers, mais ça nous l'avons déjà dit, mais il faut regarder l'échelle des peines, la proportionnalité des peines, et il faut effectivement sortir des établissements pénitentiaires des personnes qui n'ont rien à y faire. Cela ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas être condamnées. Il faut aussi redonner du sens aux travaux d'intérêt généraux, redonner du sens à d'autres peines qui sont des alternatives à la prison. Ce n'est pas populaire de le dire, mais c'est une réalité. C'est ce que vous dites est contredit par la réalité, par les rapports que je lis, par des rapports officiels de toutes les institutions spécialisées. Mais Messieurs, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Est-ce que, vu qu'on a un surveillant pénitentiaire, est-ce qu'on peut lui demander déjà, lui, alors ce sera juste sa prison à lui, juste après. Mais Rémi, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a des gens dans votre établissement, je ne sais pas si vous êtes encore là, qui n'ont rien à y faire d'un point de vue peine, parce que l'emprisonnement de ces personnes-là serait complètement disproportionné. Qui et pour quel délit ? Alors, en fait, il y a deux problèmes qui se posent là-dessus. C'est qu'il y a, par exemple, des personnes qui sont là pour juste 1, 2 ou 3 mois. Donc, effectivement, qui viennent bouffer des places pour des personnes qui ont la nécessité de rester plus longtemps, en attente de leur procès, etc. Il y a aussi des personnes condamnées qui ont déjà, donc la peine est déjà tombée, mais qui sont en attente de partir dans d'autres centres pénitentiaires plus adaptés à leur peine, mais qui restent chez nous pendant des mois et des années et qui bloquent aussi des places. On a des personnes condamnées à des peines de plus de 10 ans de prison, mais qui sont toujours là depuis 2, 3 ans et qui ne partent pas. Ça veut dire qu'il y a des prisons adaptées aux formes de peine ? Parce qu'on débat là-dessus depuis tout à l'heure. Donc ça, vous nous le dites et vous nous le confirmez ? Oui, il y a des établissements pour peine longue qui existent, donc les maisons centrales ou les centres pénitentiaires, justement, qui sont dédiés à ce genre de peine. Les maisons d'arrêt, en gros, je suis dans une maison d'arrêt. Une maison d'arrêt, c'était en gros, pour l'imaginer, un péage sur une autoroute, en fait. C'est ce qui sert ensuite d'envoyer les personnes détenues sur les différents établissements adaptés à leur peine. Alors, Amaury Boillet, vous avez la parole, je vous en prie, vous pouvez réagir à ce que vient de nous dire Rémi, et puis Rémi, vous pourrez réagir ensuite à ce que vous dit Amaury. Oui, moi je répète la réalité qui m'est confirmée tous les jours par des magistrats sur le terrain avec qui je discute, puisque je suis un journaliste spécialisé en police-justice, et qui me disent que depuis 20 ans, on a multiplié les lois de
régulation carcérale pour éviter à tout prix la prison. Aujourd'hui, la loi dit aux magistrats éviter la prison à tout prix et le contraint même dans son exercice. C'est ça la réalité. Donc aménagement de peine, alternative, on met du bracelet à tout et n'importe qui. Donc c'est ça la réalité. Et on évite la prison, on essaye d'éviter la prison au maximum. Alors oui, il y a trop de monde en prison parce que nous n'avons pas suffisamment de place, parce qu'il y a trop de détention provisoire, parce que nous avons trop d'étrangers. Nous avons un quart des détenus dans nos prisons qui sont étrangers et qui n'ont rien à y faire. Donc il faut construire évidemment davantage de places de prison. L'autre sujet en revanche que personne n'évoque et qui est pourtant fondamental, c'est la question de la réinsertion. Parce que nous avons un taux de récidive à la sortie de prison à 1 an qui est de 30% et à 4-5 ans qui est de 50%. Donc aujourd'hui, la prison, en effet, c'est l'école du crime. Malheureusement, beaucoup qui en sortent récidivent, notamment en matière de narcotrafic. D'ailleurs, l'augmentation du nombre de détenus ces dernières années dans nos prisons, elle est largement due au narcotrafic et aux violences sexuelles. Et là, il n'y a pas de moyen, une fois de plus. Mais ce que vous dites accrédite ce que j'affirme, à savoir, et je l'ai évoqué tout à l'heure dans ma première intervention, en parlant justement du fait que la prison n'était pas toujours le meilleur lieu par rapport à un certain nombre de délits, parce qu'après, on voit exploser les chiffres de la récidive et que se pose la question de la réinsertion. C'est pour ça que je vous dis, et entendez-moi lorsque je vous le dis, déjà, la solution, c'est ce que j'ai dit. Mais on les met où? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ce que je dis, il y a des alternatives à la prison. Vous semblez ne pas vouloir l'entendre. Moi, mais on le fait déjà ça. On le fait déjà ça. On le fait. Je vous dis qu'on le fait. Donc, non, on ne le fait pas suffisamment. Aujourd'hui, ce sont les directeurs de prison qui appellent les parquets pour leur dire mettez du bracelet, on n'en peut plus, ça déborde. C'est ça la réalité. Mais on ne le fait on le fait de plus en plus. On ne le fait pas suffisamment. On aura en tout cas trouvé un point d'accord entre vos deux positions, c'est la prison et l'école du crime, comme vous l'avez si bien résumé, Amaury Brelet. Restez avec nous, il est 11h44 et on se retrouve tout de suite avec nos invités. C'est la dernière ligne droite de l'émission de débat avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. À tout de suite sur Sud Radio. De retour sur Sud Radio, merci d'être avec nous. Il est 11h45 et l'actualité continue de nous accompagner tout au long de cette matinée avec toujours nos 3 débatteurs. Anthony Martin-Smith, Amaury Brelet, Baptiste Ménard, les meilleurs débatteurs de la journée. Au moins de la journée, on verra ça à la fin de la semaine. C'est un petit peu trop tôt pour pouvoir véritablement les juger. En tout cas, vous avez tous un coup de gueule et un coup de cœur. Je vais commencer par vous, Amaury. Dites-nous quel est votre coup de cœur de la journée. Alors, les ventes records de l'Odyssée en librairie et sur les plateformes aux États-Unis, en Europe, partout en Occident, évidemment dans le sillage du carton au box-office du film de Christopher Nolan. Au Royaume-Uni, les ventes ont explosé de 1400%. En France, notamment sur les sites internet des grandes plateformes que vous connaissez bien, elles ont été multipliées par 2, par 3. Tous les influenceurs sur TikTok, y compris des ados de 16-17 ans, sont là à faire leurs petites vidéos pour appeler à lire ce chef-d'œuvre, à lire ce mythe fondateur de la civilisation européenne. Et moi, je me réjouis de voir aujourd'hui des milliers, des centaines de milliers d'Occidentaux, de Français, d'Américains, d'Anglais relire cet ouvrage qui est évidemment fondamental dans la civilisation européenne et occidentale, et cela me réjouit et me fait désespérer un peu moins de la race humaine. Baptiste Ménard, vous voulez... moi, j'ai souvenir de l'avoir lu quand j'étais au collège, donc je sais pas, je crois que c'était une lecture obligatoire, me semble-t-il, mais peut-être que les programmes ont changé. En tout cas, c'est vrai que c'est une excellente nouvelle. Moi, je trouve toujours positif lorsque un film donne envie aux téléspectateurs d'aller lire le livre. Je crois qu'il faut vraiment redonner du sens à la lecture, le faire partager le plus possible et le rendre accessible le plus possible les ouvrages. Donc, je partage votre coup de cœur. Anthony Martin-Smith. Moi, j'applaudis des 2 mains, si vous voulez, quand le cinéma ou même les séries télévisées, notamment le cas d'une série que j'adore, qui est sur une des plateformes américaines, avec un logo rouge, qui est La Défense Lincoln, ça s'appelle, et qui en fait est inspiré d'un livre de Michael Connelly qui parle d'un avocat qui est toujours dans sa Lincoln, pour pas faire la promotion d'une marque automobile, et qui va d'affaire en affaire comme ça, et qui fait du not guilty, donc du non coupable, son slogan, et qui nous invite dans des polars
scénars tout aussi trépidants les uns que les autres et qui est une formidable adaptation. Et moi, en ayant vu cette série, j'ai voulu lire les livres qui avaient inspiré cette série-là. Alors moi, j'aime lire. Pas le sujet, mais je trouve que évidemment vous avez toujours envie de voir si ce qui a été produit en images colle à la réalité du livre derrière. Ce qui s'est produit avec la saga Harry Potter. Il y a plein de gens qui ont découvert Harry Potter par le cinéma et qui ont voulu aller lire les livres ensuite. Moi, j'avais fait le chemin inverse au départ, ce qui est toujours un peu perturbant parce que vous construisez une image dans une histoire que vous lisez et puis après, vous avez l'interprétation de celui ou celle qui le réalise. Mais c'est très intéressant et je salue j'applaudis des deux mains quand le cinéma ou en tout cas l'art audiovisuel permet. Oui, et on l'a vu récemment d'ailleurs de la même façon avec le film La bataille de Gaulle qui a ensuite entraîné une explosion des ventes de livres, des mémoires du général de Gaulle. Et pour tout vous dire, j'ai fait partie aussi des gens qui ont été voir d'affilée les 2 épisodes au cinéma. Ça m'a passionné. Ensuite, j'ai acheté les mémoires. Les Harry Potter, mais ça j'étais comme vous, j'ai acheté également les livres au départ, mais par contre l'Odyssée, j'ai trouvé que la réalisation était quand même moi je l'ai pas encore vu. Pas exceptionnelle. Oui, c'est un film qui divise beaucoup. Allez vous faire votre avis, je vous invite vraiment à aller voir ce film parce que malgré tout il réunit un nombre incroyable d'éléments qui sont dans le livre, mais ça dure quasiment 3 heures, c'est rapide, c'est peut-être trop rapide, vous ferez vous-même votre propre avis, c'est la réalisation de Christopher Nolan est en tout cas originale et assumée comme telle. Je vais me tourner vers vous, Baptiste Ménard, vous avez un coup de gueule. Un coup de gueule contre les abandons d'animaux. Malheureusement, ça revient chaque année. Vous le savez, c'est près de 300 000 abandons par an qui fait de la France l'un des plus mauvais élèves d'Europe. Cette année, ça prend une consonance un peu plus dramatique avec notamment la question de la canicule. Nos SPA et nos LPA sont vraiment à saturation. À plus de 10% d'animaux en plus pris en charge par ces derniers. Donc je veux vraiment saluer les bénévoles, saluer les salariés de ces structures qui font un travail assez remarquable. Quand on sait que 60% des signalements annuels se concentrent sur la période estivale, on se dit que c'est vraiment un drame. Donc il faut vraiment rappeler que c'est un délit qui est passible de 3 ans d'emprisonnement, de 45 000 euros d'amende, et rappeler qu'effectivement, lorsque l'on prend un animal domestique, c'est une responsabilité. On ne le fait pas sous le coup d'un achat compulsif, on ne le fait pas pour combler un manque passager. C'est une responsabilité, et donc après, il faut s'en occuper correctement. Donc je voulais faire ce coup de gueule et ce rappel à la loi. Anthony Martin-Smith, est-ce que ce serait trahir un secret que de dire que vous êtes accompagné souvent d'une magnifique créature ? Vous parlez pas de Baptiste Ménard, quand même. Pas exactement. Oui, non, effectivement. Moi, j'ai un chien. C'est un chien guide par ailleurs, donc j'ai énormément de chance parce que ce sont des chiens ultra formés. Chien guide parce que je suis non-voyant pour les auditrices et les auditeurs qui ne me connaissent pas ou me remettent pas forcément. Moi, je rejoins ce que vient de dire Baptiste. Nos animaux, ce ne sont pas des peluches. Nos animaux, ce sont des êtres vivants. Et j'aimerais d'ailleurs que notre corps législatif évolue avec cela. Moi, je considère beaucoup, et je sais que bon nombre de celles et ceux qui nous écoutent le pensent tout comme moi, un animal, c'est comme un être de votre famille. C'est un membre de votre famille. Et donc, si vous l'abandonnez, vous devez avoir les mêmes conséquences que si vous laissiez votre enfant sur le bord de la route. Déjà, ça serait un premier pas. Ensuite, quand vous prenez un chien, moi je vois beaucoup de gens qui se comportent très mal avec leurs chiens et leurs animaux. Il faudrait qu'il y ait un stage obligatoire de comment je me comporte avec mon animal. La question de l'éducation de parents à enfants, c'est quelque chose d'assez inné. Puis en fait, quand on devient parent, il n'y a pas d'école des parents, si vous voulez, mais on a des choses, des modèles reproductibles et on sait s'appuyer dessus. Les animaux, pas du tout. Et donc, il se serait bien que vous ayez un stage obligatoire de comment je réagis avec mon chien, avec ses congénères, etc. Ça ferait moins de chiens agressifs, moins de chiens aussi qu'on emmènerait à l'euthanasie derrière. Amaury Brelet, vous avez un animal ? J'avais un animal, mais une chienne, Sacha, mais qui m'a quitté malheureusement il y a un peu moins d'un mois. Donc évidemment que je partage ce coup de cœur. Il faut le dire, le répéter. Oui, avoir un animal de compagnie, un chien, un chat ou autre, c'est un engagement à vie.
Et moi, je m'insurge contre ces salauds, excusez-moi d'utiliser le terme, mais qui abandonnent leurs chiens au fond des forêts en les attachant à un arbre parce que c'est les vacances et que finalement il n'y a plus de place dans la voiture. Moi, je trouve ça inadmissible. Et là encore, la loi, elle existe. Il y a des peines qui existent, mais qui ne sont pas appliquées, pas suffisamment lourdement. Vous avez des chiens qui sont massacrés, des chiens adoptés massacrés, tués, et les auteurs prennent du sursis. C'est inadmissible. Il faudrait par ailleurs que systématiquement tous ces gens-là condamnés soient interdits de détenir un chien à vie, ce qui n'est toujours pas le cas, ce qui devrait être le minimum syndical. Et qu'est-ce que vous pensez de la proposition d'Anthony Martin-Smith qui, il y a quelques minutes, nous proposait éventuellement d'organiser des formations pour pouvoir éduquer un animal, pour pouvoir obtenir un animal? Peut-être qu'il faudrait enseigner à être propriétaire d'animal, qu'il faudrait avoir le b.a.-ba de l'éducation de ces petits êtres. Ça pourrait être une solution peut-être pour éviter justement la maltraitance animale? Oui, pourquoi pas imaginer un permis, alors sans trop tomber dans l'administratif, parce que ça aussi c'est malheureusement j'allais dire une manie en France de vouloir systématiquement tout administrer ou réglementer, mais vous l'avez dit, on autorise aujourd'hui des gens qui n'ont pas ni les compétences ni l'envie d'avoir des animaux, de le faire. Donc et pour cela il faut aussi lutter. Cela a été fait déjà et cela continue à le faire. Visiblement c'est la volonté de Monsieur Lecornu, y compris d'ailleurs ces derniers jours, puisqu'il l'a dit, il a rencontré des associations à Matignon qui s'en sont félicitées. Il faut à mon avis lutter contre tous ces salons de chiots ou d'animaux, contre aussi les achats en ligne. Exactement. Contre des grands sites bien connus que je ne citerai pas, mais sur lesquels on peut acheter tout à fait librement et de façon tout à fait scandaleuse des chiens ou des chats. Donc il faut réglementer davantage et responsabiliser, y compris par la loi. Moi je vous dis, on a des permis de chasse. Pourquoi on n'aurait pas des permis d'élever un animal? Si vous voulez, moi par exemple, Noémie a trahi le off, mais c'est pas grave, ça se paiera. J'ai dit une créature, vous auriez pu dire je suis accompagné d'un monstre ou d'une licorne. J'ai un chien guide. Moi je vous le garantis, un chien guide, on vous le remet pas comme ça. Déjà c'est très difficile à obtenir, ça coûte extrêmement cher pour les associations qui en font le don, et grâce aux legs et aux dons, et je remercie d'ailleurs toutes celles et ceux qui donnent à ces associations et qui permettent aux gens comme moi d'avoir un chien guide gratuitement, et je vous garantis que ça change la vie au quotidien. Mais on a un stage obligatoire de remise parce qu'on veut déjà s'assurer que ça matche bien entre vous et le chien. On veut s'assurer que vous allez bien vous en occuper. On veut s'assurer que vous allez être responsable. Vous savez ce qui se passe quand vous avez un maître de chien qui n'est pas formé, qui n'éduque pas bien son chien. Le chien a des comportements inadaptés à la société. Voire vous avez des chiens qui sont absolument adorables et qu'on a tendance à classer dans des catégories, notamment je pense au staff, au pitbull, etc. Moi je vous garantis que je connais des staffs et des pitbulls qui sont adorables, simplement parce qu'ils ont reçu de l'amour. Et donc vous avez des gens qui, non, juste parce que ce sont des gros chiens, se permettent de leur mettre des coups de latte dans la tête. Non, c'est pas comme ça qu'on éduque un animal, parce que c'est pas comme ça qu'on éduque ne serait-ce qu'un être humain ou un être vivant. Donc juste plus d'amour, et ça aussi, à donner de l'amour, ça s'apprend. Plus d'amour, toujours plus d'amour, c'est la plus grande leçon de vie, que ce soit pour on va se donner les plus humains d'amour tous les quatre et autour de pour cette les table. animaux. Plus d'amour, toujours plus d'amour. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Anthony Martin-Smith. Je rappelle que vous êtes animateur chez Sud Radio. Amaury Borrellet, vous êtes journaliste, exactement, et vous prenez les commandes d'ailleurs de cette tranche à partir de lundi. On sera ravis de vous entendre sur ce plateau. Amaury Borrellet, vous êtes journaliste. Baptiste Ménard, c'était un plaisir aussi. Vous êtes maire adjoint de Mont-Saint-Barweul. Au plaisir de vous retrouver sur ce plateau pour de prochains débats enflammés. Je crois qu'il l'assume, donc je veux dire toutes les opinions se valent tant qu'elles s'affichent ouvertement. Voilà, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio, et si vous voulez réagir à l'actualité, n'hésitez pas, appelez-nous 0826 300 300. On parlera notamment de ces incendies qui font l'actualité.